divine is. George Best était un diamant à l'état pur, avec de petites imperfections. Dès le début, les gens savaient que George avait quelque chose de spécial. C'était un footballeur incroyablement talentueux. Il avait une qualité de jeu et une maîtrise du ballon inégalée. Il était beau et il avait un style et une coupe de cheveux à la Beatles. La beauté, ça ne fait pas tout. Il n'était pas heureux pour autant. I know that at the end of it all, that people will remember me first and foremost for what I could do on the field. And remember, people still say to me, oh, I remember that day. And hopefully they'll always remember the football side of it and why the crowds came. George Best est passé comme une étoile filante. Son génie a brillé sur les terrains de football pendant quelques années, et quand il s'est éteint, il nous a laissé avec d'incroyables souvenirs. L'histoire de George commence à Belfast le 22 mai 1946. Il est le fils de Dick et Annie Best, qui vivent alors dans le quartier de Craigag, dans le sud-est de Belfast. Très vite, George montre un talent évident pour le football. On craint que sa petite taille ne l'empêche de devenir footballeur professionnel. Mais ça n'arrête pas Bob Bishop, le recruteur de Manchester United, qui appelle immédiatement Matt Busby pour lui annoncer qu'il a trouvé un génie. Bob Bishop, the scout for Manchester United, virtually turned up on our doorstep one day and asked if I'd like to go to Manchester United, and it was as simple as that. I was playing football at the top of the street when it happened, so my parents called me down and explained to me. And, I mean, I was in the daze, obviously. I dashed out of the house, straight back up to the game that was going on at the top of the street, and just ran on and told all my friends I was going to play for Manchester United. That was it, you know, there was no trial period, no signing on, it was all done. Mais ce n'est pas aussi simple pour le jeune homme de 15 ans. On lui propose d'abord de faire 2 semaines d'essai. Il traverse alors la mer d'Irlande en compagnie d'Eric McMurdy, avec lequel il restera en pension chez Madame Fullaway à Manchester. Mais les 2 jeunes garçons sont intimidés par l'équipe et effrayés par la ville, et ils regagnent Belfast à la première occasion. Finalement, George retourne à Manchester et s'y installe pour de bon. Il écrit de nombreuses lettres à ses parents dans lesquelles il raconte ses aventures avec les stars de Manchester United. Harry was like typical, you know, lunatic goalkeeper. You know, you daren't score against him, whether it was in practice or in you know, in a proper game. And Harry was no different. L'apogée de ma carrière était derrière moi. Et je jouais au football à 5, avec des petits buts contre de jeunes gamins d'une quinzaine d'années. Ce mot m'est arrivé et il a tout de suite marqué un but. Je n'avais rien compris à ce qui s'était passé. Je me suis dit, j'ai dû être distrait, je n'étais pas concentré. Et puis il a recommencé. I didn't know at the time, but he's thinking, you know, this cheeky little kid, you know, I'll get him next time. Anyway, it happened 2 or 3 times. Il a mis un 3e but et je lui ai dit, si tu recommences, je te tords le cou. If I hadn't been Irish, I think he'd have probably buried me then and there. And he talked about it in later years. And it was, I mean, to me, it was a great compliment. Chez Madame Fullaway, George est rejoint par une autre future star de Manchester United, David Sadler. David tourne ces quelques images de George qui fait déjà sensation dans le stade d'Old Trafford. C'est une chose de dire qu'un jeune garçon deviendra un bon footballeur, et c'en est une autre de dire qu'il deviendra une superstar, une vedette mondiale. Mais dès le début, les gens savaient que George avait quelque chose de spécial.
À seulement 17 ans, George passe professionnel et entre dans l'équipe de Manchester United. Il inscrit 6 buts lors de sa première saison. Mais le souvenir le plus poignant remonte à ses débuts contre West Bromwich Albion en septembre 1963. The one thing that stands out is the actual running onto the field before the game. I mean, a tunnel at United is on a high level. You know, you don't actually see the crowd until you're about halfway through it, or you see the start of the crowd. So it's like turning the volume up on a radio, where it just got louder and louder. I mean, that feeling will stay with me for the rest of my life. I mean, the hairs in the back of my head stood up. But once I actually got out there and started knocking the ball around, it was just another game. And I did exactly the same things in the first team as I'd been doing with the junior teams. Le jeune Irlandais n'a peur de rien et il devient un phénomène au sein de son club lorsqu'il remporte le titre de champion d'Angleterre en 1965. Chez lui, à Craigag, il fait également forte impression. On projette de le faire jouer dans l'équipe de l'Irlande du Nord. C'est Harry Gregg qui donne le tuyau à l'entraîneur Bertie Peacock. J'ai appelé Bertie et je lui ai parlé d'un jeune homme qui jouait à Manchester United et qui s'appelait George Best. Bertie a pris note et au final, il l'a sélectionné dans l'équipe irlandaise pour jouer contre le Pays de Galles, sur mon simple coup de fil, alors qu'il ne l'avait jamais vu jouer. C'est le premier match que George jouera pour l'Irlande du Nord sur ses 37 matchs en équipe nationale. La star de Manchester United va vite devenir un héros national. Il a suscité la curiosité quand il a commencé à jouer régulièrement pour Manchester United. Et quand son génie a traversé les frontières grâce à la télévision, c'est devenu l'idole de l'Irlande du Nord. C'était un véritable dieu dans son pays. Et encore aujourd'hui, il est adulé par beaucoup d'Irlandais du Nord. Que George joue pour Manchester United ou pour l'Irlande du Nord, son nombre de buts et d'admirateurs ne cesse de croître. L'étoile de George ne cesse de monter au sein de la talentueuse équipe de Manchester United, que Matt Busby a mise sur pied. Il a réuni de grandes stars du football, comme Denis Law et Bobby Charlton. Mais même ces grandes vedettes sont impressionnées par le petit jeune de Belfast. Il faisait ce qu'il voulait du ballon, que ce soit avec le pied gauche ou avec le pied droit. Il pouvait changer de direction très rapidement et il avait une vision du jeu incroyable. Il savait à tout moment ce qui se passait sur le terrain et où se trouvait chaque joueur. Ça lui donnait tout le temps de s'exprimer. Avec le temps, l'association George Best, Denis Law et Bobby Charlton allait devenir l'un des trios les plus puissants du football anglais. Quand on joue dans une équipe comme celle-ci, aux côtés d'aussi grands joueurs, ça en devient presque facile. Et c'est là toute la beauté de la chose. Parfois, je me dis que pour un supporter de Manchester United à cette époque-là, ça devait être formidable d'aller voir les matchs à Old Trafford. Les fans ne pouvaient pas se permettre de rater un seul match au cas où George Best serait prodigieux ce jour-là, ou si Denis Law faisait des étincelles. C'était tellement excitant. Moi aussi, j'ai marqué quelques beaux buts. Et aujourd'hui, dès que j'entends quelqu'un parler de Best, Law et Charlton, ça me fait toujours quelque chose. J'adore ça. C'était vraiment une époque formidable. Alors que la plupart de ses coéquipiers sont mariés, George reste un beau et jeune célibataire qui est en passe de devenir une superstar. À cette époque, il passe son temps avec le milieu de terrain de Manchester City, Mike Summerbee. La plupart des joueurs de Manchester United et de Manchester City étaient mariés. J'étais célibataire dans les années 60 à Manchester et c'était extraordinaire, surtout pour George qui venait de Belfast et pour moi qui venais de Swindon. Je vous laisse imaginer Manchester à l'époque des 60s. Il ne vivait que pour le football. Tout le reste, cette adulation qu'on lui portait et toutes ces filles qui se jetaient à son cou, c'était secondaire. C'était inhérent à sa nouvelle notoriété. On aurait dit que tout ça, ça ne lui arrivait pas à lui, mais à quelqu'un d'autre. Il mène sa vie de star du football à 100 à l'heure. Mais il doit son succès avant tout à son immense talent et à ses formidables prestations sur le terrain.
Il avait la rapidité, la confiance en lui. et un talent unique pour le football. George n'avait jamais le trac. Il jouait devant des centaines de milliers de personnes comme il jouait dans les rues de Belfast. Il pouvait contrecarrer n'importe quelle attaque adverse. Il était courageux et résistant. Quand on a joué en nocturne contre Chelsea à Old Trafford, il a encaissé plusieurs coups, des coups douloureux, mais il n'a jamais lâché. À un moment, il a continué à courir vers les cages. Il a feinté le gardien et il a marqué. Il était très coriace et très courageux. C'était un joueur magnifique. Il pouvait tirer de n'importe quel angle et mettre la balle où il voulait, à droite, à gauche, au centre. Il était tout simplement merveilleux. I always felt like an entertainer out there, and I knew I could get the crowd excited by doing little things like that and trying things differently. You know, if I was playing against a player in particular who was giving me a hard time, who was getting stuck in, you know, I would stand on the ball and ask him to come and get it off me, and the crowd went crazy, and I loved it. You know, it was great. To me, it was pure theatre. I did it. I did it on purpose because I knew it got the crowd excited. C'est à Lisbonne, pendant la Coupe d'Europe 1966, que le monde découvre l'extraordinaire talent de George Best. Son triplé face au Benfica donne la victoire à son équipe 5-1. La presse portugaise est tellement impressionnée qu'elle donne à Best le surnom de 5e Beatles. Quand on a débarqué à l'aéroport de Londres, il portait un sombrero. Et moi, je lui ai dit, retire ça de ta tête. Allez, enlève-le. Les grands joueurs n'ont pas besoin d'artifice. Les autres m'ont dit de le laisser tranquille. Mais je lui ai répété, enlève-moi ça. Mais il est trop tard pour freiner le train de vie de George. Impossible de contrôler l'étoile filante. Où qu'il aille, c'était l'émeute. Dès que les gens le voyaient dans la rue, les voitures s'arrêtaient et tout le monde, des personnes de tous âges, se jetaient sur lui pour avoir un autographe. Lui s'exécutait et continuait sa route. Il créait un peu la pagaille tout autour de lui, mais personne ne savait vraiment comment gérer tout ça. My face was more in pop magazines than it was in football magazines. It really had become larger than life, and it was starting to frighten me, because really, still all I wanted to do was kick a ball around on a football field. Des deux côtés de la mer d'Irlande, on est fasciné par ce phénomène. George inspire des milliers de jeunes footballeurs, comme son futur coéquipier Sammy McIlroy. C'était le meilleur footballeur que j'avais vu de ma vie. Dès que je le voyais à la télé, il me donnait envie de sortir dans la rue et de jouer au football. Il a eu un gros impact sur moi. Sammy McIlroy est au stade de Windsor Park lorsqu'il assiste à l'une des performances les plus célèbres de George sous les couleurs de l'Irlande du Nord. Il gagne 1-0 contre l'Écosse. Il a mis l'Écosse en pièces à lui tout seul devant un stade bondé et une foule déchaînée. C'était incroyable, j'avais jamais vu ça. En 1967, l'équipe de Manchester United est imbattable. Et grâce à leur deuxième victoire au championnat d'Angleterre, ils ont une nouvelle chance de remporter le trophée tant convoité, la Coupe d'Europe. Après la catastrophe de Munich de février 1958, la finale de Wembley est particulièrement émouvante pour Bobby Charlton et l'entraîneur Matt Busby, qui font partie des rares escapés de l'accident d'avion. C'est ce que Manchester United avait prévu de faire 10 ans plus tôt. On était parmi les premiers à aller en Europe. Alors forcément, avec cet accident, c'était beaucoup d'émotions pour Matt Busby. Ce sont ces joueurs qui sont morts. Là, avec sa toute nouvelle équipe, il veut enfin remporter cette Coupe d'Europe. C'est le plus grand match de la carrière de George Best. Il l'arrache littéralement au Benfica. Pourtant, c'est Bobby Charlton qui leur permet de mener en première mi-temps. Puis, le Benfica égalise avec un but de Graça et la finale se joue aux prolongations. On est allé jusqu'aux prolongations et là, le Benfica s'est complètement effondré. C'est le moment de vérité pour George Best, l'occasion de faire gagner son équipe. Cette action sera décisive dans la finale de la Coupe d'Europe. I still have dreams about that split second where everything almost stood still for a second, you know, and 100,000 people. I mean, they knew I was going to score, but in that split second between going past them and it going in the net, something might go wrong. And I was going to stop on the line and backheel it in, and I didn't. I stuck it around. I think it took the rest of the boys about 20 minutes to catch me after that.
C'est l'heure de gloire pour Manchester United, Matt Busby et George Best. Et après? It seemed to me that everyone was saying, that's it. You know, we've done what we set out to do. I was 22. You know, I wasn't going to reach my peak for another 7 or 8 years. I felt they should have been saying this is the first of many, instead of this is the one. And I started to have a lot of doubts about what was going on within the club, which hurt me, you know, because Manchester United had been my whole life. La vie continue pour George. Autant de moments extraordinaires sur le terrain et de moments extraordinaires hors des terrains. Mais le mode de vie dissolu de George et son statut de star de plus en plus ingérable inquiètent Matt Busby. He did everything that was humanly possible. He tried everything. He talked to me quietly. He screamed at me. He suspended me. He fined me. He put his arm around me. He couldn't have done any more. He really couldn't. I was the one that could have done more. But having said that, I didn't have the experience to do any more. You know, it started going wrong when I was 23, 24. I was still only a kid. I didn't know what was going wrong. Le départ à la retraite de Matt Busby marque le début du déclin pour Manchester United et la fin d'une carrière étincelante pour George. Avant l'arrivée du nouveau coach, Tommy Docherty, George manque de plus en plus d'entraînement. Ils essaient tous les deux d'arranger les choses, mais elles ne font qu'empirer. Le renvoi de George de Manchester United est imminent. Il n'a alors que 27 ans. Tommy Docherty told me about an hour before kick-off that I wasn't playing. And I just said to him, well, if I don't play today, I won't play again. I remember I sat there until all the players had gone. I went and sat up in the stand and looked at the pitch and never went back. C'est la fin de sa carrière à Manchester United. Il va même s'éloigner quelque temps des terrains pour partir en Espagne. De retour dans le football, Best navigue de club en club. Il joue quelques matchs pour le Stockport County. Puis, il passe un été chez les Los Angeles Aztecs, avant de signer au Fulham de Londres. C'est le dernier club anglais qui profitera réellement des talents de Best sur le terrain. À Fulham, on a entrevu le prodige qu'était George Best à ses débuts. Je me souviens de lui et de Rodney Marsh faisant les imbéciles pendant un match diffusé dans une émission de foot. Il avait l'air en forme et remis sur pied. Et c'est à ce moment-là qu'ont couru des rumeurs sur son éventuel retour dans l'équipe d'Irlande. Mais les rumeurs sont fausses. George passe de plus en plus de temps aux États-Unis, où il rencontre sa première femme, Angie McDonald's. La star est peut-être sur le déclin, mais elle exerce toujours une véritable fascination sur les fans de football du monde entier. Il est tour à tour le joueur vedette des Los Angeles Aztecs, des San Jose Earthquakes et des Fort Lauderdale Strikers. Les États-Unis sont témoins des derniers éclairs de génie de George Best sur le terrain. Il n'était peut-être plus le joueur qu'il était, il se trouvait peut-être sur une pente descendante, mais il continuait de remplir les stades. Il exerçait encore un formidable attrait sur les gens. Mais tous ne sont pas convaincus par le rêve américain de George Best. Le George Best dont je veux me souvenir, et dont je me souviendrai toujours, c'est le petit jeune que j'ai vu pour la première fois quand il passait un test. Et celui avec qui j'ai joué pour la dernière fois en 1967. Oubliez tout le reste. George raccroche finalement les crampons et il commence à partir à la dérive. Le football n'est plus là pour le canaliser et l'alcool prend le pas dans sa vie. On se dit, mais comment j'ai pu ne pas le voir? Comment j'ai pu ne pas le remarquer? Comment j'ai pu passer à côté et ne rien faire pour l'aider? Quand on est entré dans les années 70, les choses de ce genre sont devenues publiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris ce qu'il se passait. Mais il était trop tard.
Les problèmes s'accumulent pour la superstar. Faillite, prison pour conduite en état d'ivresse, et à l'origine de tout ça, l'alcoolisme. Ce n'est pas un secret, il avait un problème avec l'alcool. Il a essayé de s'en sortir, mais il n'a jamais réussi. Les journaux ont révélé la maladie de George, une maladie honteuse. Au final, seuls ses proches, sa famille et sa femme de l'époque savaient vraiment ce qu'il traversait. En 1995, George se marie pour la deuxième fois. Mais Alex Best n'arrivera jamais à le sortir de sa dépendance. Et ses amis non plus. Un soir après un dîner, George Best et Harry Gregg font un discours et les choses tournent mal. Je lui ai dit, « Allez, va-t'en. » Il m'a dit, « Oui, j'y vais. » On est descendu de l'estrade, on a traversé le couloir et on a rencontré son agent et sa femme. Je leur ai dit de le ramener dans sa chambre. Il a voulu m'embrasser et je lui ai dit « Va te coucher ». Le lendemain matin, je suis descendu tôt et il était là, bien réveillé. Et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu ne montres pas au monde qui est le véritable George Best ?» Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « C'est trop tard maintenant ». On était en 1998 et il m'a dit « C'est trop tard ». Mais il n'est pas trop tard pour offrir à cet ancien génie du foot la reconnaissance qu'il mérite. Les honneurs pleuvent, on lui décerne un diplôme honorifique. Il est nommé citoyen d'honneur de Castlereagh Barrow. Et il occupera toujours une place particulière dans le cœur de la nation. Mais en novembre 2005, George est hospitalisé. Son foie ne tient plus et une infection pulmonaire l'emporte à 59 ans. On voyait qu'il n'allait pas bien du tout, alors on allait le voir souvent. Mais on savait qu'à chaque fois, ça pouvait être la dernière. À 13h aujourd'hui, mon père est décédé. J'ai non seulement perdu mon père, mais nous avons tous perdu un homme merveilleux. Ce que George nous a laissé, c'est la possibilité de voir de jeunes footballeurs, comme ceux qu'on voit sur ce terrain à 2 pas de chez lui, suivre ses traces. C'est leur idole. Et j'espère que grâce à lui, d'autres joueurs exceptionnels verront le jour ici et finiront ce qu'il a commencé. Il avait tellement à donner, tellement de talent à revendre. Il avait aussi la beauté, mais la beauté, ça ne fait pas tout. Il n'était pas heureux pour autant. Je plains tous les jeunes d'aujourd'hui qui vont voir jouer les nouvelles stars de Manchester United. C'est une équipe formidable, mais ces jeunes n'ont jamais eu la chance de voir George Best jouer. S'ils l'avaient connu, je ne pense pas qu'ils auraient élu Eric Cantona comme le meilleur footballeur ayant joué à Manchester United. C'est George Best, le meilleur footballeur de United, et de loin. I actually think I was the greatest player of all time. I didn't just play long enough at the top. But that circumstances dictated that, you know, and I can't change it. And I was lucky. I had 11 great years, and it's 11 more than a lot of people get.